culture qui suit le développement, c'est le développement qui suit la culture. Il faut que les Africains reviennent véritablement à leurs valeurs culturelles. Ce qui est mondialisation, ce qui est universel, c'est l'addition des particularités. On ne peut pas aller dans cette mondialisation avec rien. Parce que le monde en compétition et le monde en guerre, en guillemets. La guerre dont je parle, c'est une guerre économique, une guerre culturelle. Mais vous ne pouvez pas attendre vos armes de la part de vos ennemis, ce n'est pas possible. Donc l'Afrique doit aller avec ses armes. Or, nous pouvons fabriquer nos armes sur la base de notre culture, sur la base de nos besoins. Le besoin il est culturel. C'est la satisfaction de ces besoins-là qui amène au développement. La Chine, avec Mao Tse-tung, c'était un peuple féodal, un peuple qui s'est renfermé. Alors, et cela a permis aux Chinois de garder leur culture. Après, ils ont fait des ouvertures en amenant des étudiants en Europe et en Amérique pour aller étudier. Et quand ils sont revenus, avec leurs connaissances, ces connaissances-là, quand ils ont mis au service de leur culture, ils se sont développés. Alors nous pensons qu'en Afrique, nous avons des intelligences. Nous avons des êtres qui sont instruits, qui sont très diplômés, mais malheureusement qui ne sont pas cultivés. Le développement, ce n'est pas l'addition des édifices. Ce n'est pas les ponts, ce n'est pas les boulevards et autres en réalité qui fait le développement. Or, ce sont ces images-là que les gens ont dans l'esprit. Le développement, c'est que quand chaque personne d'une nation se dit « je suis satisfait, je me soigne facilement, je me nourris facilement, et je suis logé facilement », et c'est ça qui est le développement. Mais je reconnais que la satisfaction de se nourrir facilement, de s'habiller, de se soigner facilement, engendre la création de certains édifices. Et c'est pour ça que nous disons qu'en engendrant ces édifices-là, il faut s'appuyer sur nos valeurs. En ce moment-là, on peut créer ces édifices le plus facilement. Le développement, ce n'est pas l'addition des édifices. Tout de suite, je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Mais il faut déjà qu'on s'entende sur ce que c'est. Je commence par vous, professeur. Qu'est-ce que c'est que la culture? Qu'est-ce que c'est que le développement tout de suite? Je voudrais vous remercier et indiquer que, de mon point de vue, la culture peut se définir au moins de deux façons. La première, c'est d'indiquer que la culture, c'est l'ensemble des pratiques et des valeurs d'un peuple à un moment donné de sa croissance. L'ensemble des pratiques et des valeurs d'un peuple à un moment donné de sa croissance. Donc la culture elle-même, elle est évolutive. La deuxième définition que l'on pourrait retenir, c'est que la culture, c'est l'expression de l'âme d'un peuple. L'expression de l'âme d'un peuple. Je me reconnais comme étant d'un peuple et l'ensemble des arts, des pratiques, des manifestations, tout cela concourt à l'expression de l'âme d'un peuple, ce qui fait que le peuple se reconnaît en tant qu'appartenant à la notion d'appartenance. Quant au développement, les définitions existent à n'en plus finir, mais peut-être faudrait-il retenir que le développement également, c'est l'avancée d'un peuple vers un optimum de qualité. Pas qualitatif, mais de qualité, mais de bonne qualité. L'avancée d'un peuple vers un optimum de qualité, prenant en compte l'avancée de soi, par soi et en soi. C'est-à-dire qu'on se développe pour aller vers le développement intégral de la personne humaine et le développement de l'environnement, de l'espace dans lequel l'on évolue. Bien évidemment, dans les deux cas, il va se poser un problème réel, la question des enjeux. En quoi ces manifestations peuvent agir positivement ou négativement sur l'avancée du peuple tout entier, c'est-à-dire ce qui relèverait du bien-être. Très bien. Avant même de répondre à cette question tout au long de ce débat, je vous ai entendu dire plusieurs fois le peuple. Il existe des peuples ou un peuple? Mais il est des populations. Une nation va se reconnaître à travers un peuple. Le peuple, un peuple, une nation. Autrement dit, les différents peuples constituant la Côte d'Ivoire, par exemple, peuvent être perçus comme étant un peuple. Les différents peuples relevant de l'Afrique peuvent être considérés comme le peuple africain. Ils peuvent être considérés, vous avez dit, mais à l'analyse, à regarder véritablement la situation, on se rend compte que les gens ne se voient pas de la même façon. Ah, mais on n'est jamais un peuple. Heureusement. Parce que, heureusement, oui, mais on n'est jamais un peuple. Oui, mais on devient un peuple. Et c'est un travail continu. On crée, on évolue pour aller vers la nation. À partir de ce moment-là, je me reconnais comme étant du peuple de la Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien.
parce qu'il y a un ensemble, ce n'est pas une addition, ce n'est pas non plus une juxtaposition, mais c'est un brassage. Ce qui fait que dans ma façon de parler, vous reconnaissez que je suis des vôtres, je suis des vôtres, ce qui fait que dans ma façon de manger, de m'habiller, vous vous reconnaissez en moi, ce que j'appelle l'âme du peuple. Il va se passer une dimension transversale de l'appréhension du concept. Très bien. Monsieur Yipou, votre définition, selon votre entendement, c'est quoi la culture et c'est quoi aussi le développement? Est-ce que vous pensez qu'il y a des ajouts à faire ou bien il y a carrément des choses à retrancher dans ce qui vient d'être dit par le professeur? La culture et le développement sont deux réalités complexes et il y a une infinité de définitions. Pour ma part, je pense que la culture recouvre essentiellement deux aspects. Elle est héritage. En ce sens-là, elle renferme les traits distinctifs d'une communauté. Mais en même temps que la culture est héritage, elle est aussi innovation, mouvement, dans le sens où elle se définit comme ce que l'on apporte, ce que l'homme apporte pour répondre, pour s'adapter à son environnement. Je vois donc la culture sous ces deux aspects. Elle est mouvement, adaptation, et en même temps qu'elle est héritage. La culture, disons le développement maintenant, le développement peut se définir comme un ensemble de transformations positives, qui aboutissent à un moment donné à une qualité de vie. Mais le développement, même en tant que concept, est multidimensionnel. Dans le développement, vous avez une dimension politique, vous avez une dimension sociale, vous avez une dimension culturelle, vous avez une dimension technique et technologique. La culture est donc une dimension du développement. Et ces différentes dimensions du développement entrent en interaction pour faire avancer les choses. Monsieur Sirak Ngora, lorsque j'écoute toutes ces définitions, j'ai l'impression qu'on n'a pas trouvé encore la définition de la culture, on n'a pas encore trouvé la définition du développement. On peut y mettre ce qu'on veut. Oui, c'est vrai que ce sont des concepts et en réalité ce sont des concepts dynamiques. Ils ne sont pas statiques. La culture, comme l'a dit le professeur, on va peut-être se répéter un tout petit peu, c'est l'âme d'un peuple. C'est un ensemble de pratiques. Mais je vais peut-être simplifier. Lorsque vous prenez un groupe de gens, une population, qui vivent dans un espace géographique donné, ils ont une manière de parler, ils ont leur langue, ils ont une relation avec le spirituel, ils ont une manière de danser, ils ont une manière de faire la cuisine. Et c'est cet ensemble de choses qui va définir ce qu'on appelle la culture d'un peuple à un moment donné de l'évolution de ce peuple. Donc, une culture n'est pas quelque chose de statique, contrairement à ce qu'on pense. C'est parce que la perception de l'évolution de la culture est lente qu'on a l'impression qu'on a une culture figée. Quant au développement, le développement, en fait, c'est l'évolution de l'homme vers un mieux-être. C'est une relation de l'homme avec la nature dans le but de produire pour la satisfaction des besoins élémentaires de l'homme. Donc en fait, il s'agit d'un processus dans lequel il y a des transformations économiques, mais qui s'accompagnent aussi de transformations dans les structures sociales pour aller vers un équilibre ou un stade plus harmonieux. Le but du développement, c'est améliorer la qualité de la vie. Et pour cela, des organismes comme le Programme des Nations Unies pour le développement essaient de construire des indicateurs. C'est pour cela qu'on utilise par exemple un indicateur qui est l'indice de développement humain, qui au-delà de l'indicateur classique qu'on a eu tendance à utiliser, le PNB, le revenu par tête d'habitant, on a essayé de faire une sorte d'indicateur qui a une agrégation de 3 composantes essentielles, c'est-à-dire le revenu par tête d'habitant, qu'on essaie de croiser avec le taux moyen de scolarisation,
qu'on essaie de croiser avec l'espérance de vie à la naissance, et on pense qu'avec ces 3 paramètres, on se rapproche un peu mieux de ce qui pourrait être le développement, c'est-à-dire faire évoluer l'homme vers un mieux-être. Très bien. Monsieur Emmanuel Ngora, vous avez écouté les différentes définitions. Finalement, est-ce que vous pensez que nous avons trouvé la signification, la définition de la culture et du développement avec différents mots? Ce que j'ajouterais est que les sociologues pensent que la nature de l'homme est la culture. Et à cela, on peut ajouter une autre dimension qui est que la culture peut être individuelle. Un jardin qu'on cultive, on dirait un homme cultivé. Mais la culture relève également d'un patrimoine, d'un héritage auquel nous accédons de la part de nos dévanciers et que nous sommes amenés à fructifier parce que nous le laisserons lorsque nous partirons. La culture, on dit aussi, c'est tout ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. C'est dire que c'est l'âme d'une société. Un individu se définit par rapport à une société, d'où la thématique de l'identité qui s'inscrit dans la culture. Le développement est un ensemble de transformations qualitatives d'une société. Je dirais que c'est une production et une reproduction sociale parce que le développement s'appuie sur l'esprit et l'âme d'une société. C'est par rapport à cela que nous disons que avec René Dumont que l'Afrique est mal partie parce que nous avons été colonisés. Notre système de valeurs a été désarticulé. Nous n'avons pas encore totalement réussi à nous retrouver parce que depuis les indépendances, il y a eu une suite de remises en cause et je suis tenté de dire que l'Afrique se cherche et qu'elle va se trouver parce que c'est une terre de résilience, l'Afrique. C'est une terre qui sait se faire éprouver. C'est un ensemble de peuples qui ont un ensemble de valeurs en commun parce que la culture, si elle est dynamique, elle s'établit également sur une aire géographique. Il y a des éléments distinctifs des Ivoiriens, des différents peuples de Côte d'Ivoire par rapport aux autres peuples, mais nous avons en commun un ensemble de systèmes de valeurs qui nous amènent à parler de l'Afrique au pluriel et au singulier. Et très bien. En tout cas, toutes ces définitions nous ont permis de comprendre. Mais professeur Amoa Hubin, regardons, comparons tous les continents. L'Afrique a du mal véritablement à amorcer le développement qu'on veut. Mais quel est le problème de l'Afrique? Vraiment, je vous dis l'arrière-pensée de ma question. Non, je comprends. Ils sont nombreux ceux qui pensent que notre culture est un problème pour notre développement. Non, je crois qu'il faut... Moi, le principe de base, c'est qu'il faut retenir que je suis un afro-optimiste. C'est-à-dire que fondamentalement, je crois en l'Afrique. Croire en l'Afrique ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de pesanteur par rapport à nos valeurs. Croire en l'Afrique, c'est la connaître. C'est aller, comme l'a écrit Cheikh Hamidou Kane. Si je leur dis d'aller à l'école des Blancs, ils iront en masse. Mais apprenant, ils oublieront aussi. Ce qu'ils apprendront, vaut-il ce qu'ils oublieront? Telle est la question qui est posée justement dans l'aventure ambiguë, qui est notre aventure. Or, longtemps nous avons pensé que le colonisateur, le blanc, était notre adversaire. J'ai fini au fil du temps par comprendre qu'en fait, l'adversaire de notre culture, ce n'était pas le blanc, mais c'est un système. C'est d'abord le système colonial, c'est ensuite le système parti unique, c'est ensuite d'autres systèmes, c'est un système. Et un système a ses pesanteurs, ses indicateurs de performance et autre chose. Autrement dit, pour en revenir à votre question, est-ce que nos valeurs sont si négatives ou si néfastes qu'elles ne peuvent pas permettre de lancer notre développement? Je pense que nous sommes allés à l'école des Blancs sans connaître l'Afrique.
Je prends un cas banal, simple, la libation. Faire des libations, on trouve dans toutes les zones. Mais faire des libations comporte 3 dimensions au moins. Le maître de la parole qui fait les libations va utiliser un ensemble de tournures anaphoriques. Donc il y a une valeur poétique. Celui qui fait la libation également va nous renvoyer à l'histoire, à l'arbre généalogique des peuples, en commençant par Dieu et la terre, détentrice du pouvoir. La dimension culturelle va intervenir, ou la dimension spirituelle. Maintenant, je peux aller à une libation en disant ici, mes ancêtres ont vécu, et donc j'adore tel fétiche par rapport. Je crois qu'il faut défétichiser la perception que l'on a eue du continent. Mais c'est à nous de le faire. C'est le travail auquel nous nous astreignons. Mais la question justement que moi je me pose jusqu'à présent, jusqu'à ce que la chose soit aussi fétiche, qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit du noir, dans l'esprit de l'Africain? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Tout simplement. Ah oui, parce que quand j'arrive à vous vaincre, que mon système éducatif devient votre système éducatif, sachez que nous avions 2 systèmes. Le système anglo-saxon qui allait vers l'indirect rule, qui permettait justement de partir des réalités socio-culturelles du Ghana ou des autres pays anglo-saxons pour se lancer. Et le système de l'assimilation, qui est le système colonial choisi par la France, où quand vous parliez votre langue à l'école primaire, on vous faisait porter un collier ridicule et ridiculisant qu'on appelait le symbole de la honte que nous portions quand nous parlions notre langue à l'école. Donc tout ce système, aujourd'hui, est-ce que nos systèmes scolaires ont réussi à se décoloniser? Je vais répondre à cette question sans intervenir. Alors, quand vous avez pris conscience de tout cela, aujourd'hui ce n'est plus le colonisateur qui est là, quand vous avez pris conscience de tout cela, quel est le problème pour vous en défaire? Eh bien, il faut défétichiser le système, c'est-à-dire que c'est là où nous intervenons. À nouveau, quand je vous ai lancé, j'ai lancé le festival de la route des reines et des rois. La route, pour moi, ce n'était pas une route physique, et M. Ipou y a participé. Il s'agit d'une route physique, aller vers les rois et les chefs pour les connaître, et connaître leur système, leurs valeurs. La route également était spirituelle, parce que toute puissance de gouvernance doit être nantie d'une force spirituelle, voire mystique. Et puis la route intellectuelle, métaphysique. Il s'agit pour nous alors de faire ce cahier d'un retour, je dirais d'un recours au pays natal. Césaire a écrit cahier d'un retour au pays natal. Aujourd'hui, nous disons plutôt avoir recours à nos valeurs, mais pas à toutes nos pratiques. C'est là où on confond les situations parfois. Tout ce qui est pratique culturelle n'est pas valeur culturelle. Et donc, il y a un esprit de discernement, mais on ne peut pas avoir l'esprit de discernement sans avoir pris le temps de chercher, d'interroger. Vous allez dans certaines régions chez nous, c'est celui qui arrive qui donne les nouvelles. Dans d'autres, c'est celui qui reçoit qui donne les nouvelles. Celui qui arrive et qui donne les nouvelles donne des informations qui l'amènent à cet endroit où il va être accueilli. Celui qui donne les nouvelles au moment où il reçoit dit, moi, je préfère vous dire dans quel état d'esprit, si je viens de perdre quelqu'un, pour que vous sachiez quelle attitude adopter. Ailleurs, vous posez la bouteille de boisson, de liqueur, dans un sens. Dans une autre région, vous posez dans un autre sens. C'est justement ça quand nous parlions du peuple. C'est-à-dire, lorsqu'on devient un peuple, toutes ces valeurs deviennent des valeurs pour l'ensemble des pratiquants et des citoyens de l'environnement dans lequel l'on est en croissance, en mouvement. Monsieur Ipou, moi je continue de croire que notre mentalité est pour quelque chose, notre culture est pour quelque chose, dans le développement que nous n'arrivons pas à atteindre. On a l'impression que l'Afrique a tourné le dos au développement. Je suis d'avis avec vous que notre culture y est pour quelque chose. Mais tout dépend de la manière de poser le problème. Parce que de mon avis, notre culture n'a pas un problème, j'ai envie de dire, mais notre culture nous pose des problèmes. Lorsque je dis que notre culture n'a pas un problème, cela signifie qu'elle est née d'un environnement, dans son environnement d'origine, où elle est une réponse à un ensemble de sollicitations. Donc, dans cet environnement-là, elle est génitrice d'équilibre. Elle apporte un équilibre, elle se justifie. Mais elle nous pose problème lorsqu'elle va à la rencontre des autres cultures,
et plus spécifiquement de la culture occidentale. Dans sa rencontre avec la culture occidentale, nous lui assignons des objectifs qui ne font pas partie de ses objectifs à l'origine. Dans ces conditions, notre culture devient inefficace à répondre à ces objectifs-là. Il nous faut alors faire un ajustement conscient pour que notre culture nous permette d'atteindre ces objectifs-là et qu'elle devienne efficace. Quelle est ma perception de la situation par rapport à notre culture? Monsieur Cyriaque Laurent, notre histoire, on a l'impression que c'est notre histoire le problème, parce que des fois quand on parle de la culture africaine, oui, cette rancune revient toujours, le colonisateur. Oui. On n'arrête pas d'accuser le colonisateur, comme si on ne pouvait pas finalement oublier cela et avancer. Notre histoire nous pose problème, oui, au lieu d'être une solution pour nous. Oui, 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 notre histoire a des problèmes. Notre histoire, je peux dire, a vécu des moments. Et il est important de connaître les moments et les étapes de notre histoire avant de chercher à construire notre futur. Vous savez, le professeur Amoy, qui est un partisan convaincu de l'histoire et de la culture africaine, sait très bien que chez nous, on dit que si vous ne savez pas d'où vous venez, il est très difficile de savoir où vous allez. Et l'Afrique, en fait, vient de très loin. Je veux sérier, en fait, l'histoire de l'Afrique en deux grandes parties. Vous savez que l'Afrique a eu une civilisation très brillante. On oublie très souvent de le dire. Hein? Elle a duré plus de 2000 ans. L'Égypte ancienne, nègre, a été une très brillante civilisation. Les Grecs s'y sont rendus pour étudier beaucoup de choses. Les sciences, les mathématiques, la médecine, etc. Et toute cette connaissance, ce savoir grec, la plupart du temps vient de l'Afrique. Elle a même transité par l'écriture arabe. Et c'est après... Non, je suis obligé de vous arrêter un peu. Moi quand je l'entends, je ne me sens pas du tout frappé. Oui, mais après avoir fait tout cela, est-ce que notre savoir-faire c'est aussi étiolé? Mais justement, je vais y arriver. Et ce savoir a été perdu par la suite. Je vais donner deux causes essentielles peut-être pour aller vite. La connaissance chez nous en Afrique a eu un caractère longtemps ésotérique. C'est-à-dire, on ne pose pas de questions. On dit il est établi. Les choses s'affirment et on ne cherche pas le comment des choses. À partir du moment où la connaissance est ésotérique, elle est détenue par une élite. Et si cette élite est décapitée, on perd la connaissance. C'est ce qui se passe encore de nos jours dans nos villages. Si vous avez un parent, je ne parle pas de charlatan ou de vendeur d'illusions, on a des parents qui ont une très bonne connaissance des plantes médicinales, mais qui ne réussissent pas à transmettre leur connaissance avant d'être surpris par la mort. Pourquoi? C'est parce que dans notre culture, le mode de transmission de la connaissance est resté fermé, à la différence de la culture helléniste où ça a été ouvert sur ce qu'on appelle les agoras. Mais plus grave, on oublie le traumatisme de la traite des Noirs qui a duré plusieurs siècles et qui a été suivi ensuite par la colonisation. Ce sont des choses qui pèsent lourdement sur l'Afrique et dont on ne peut pas se débarrasser d'un coup de balai. Mais nous sommes, à vrai dire, responsables de notre sous-développement parce que ça fait quand même plus de 50 ans que nous sommes indépendants. Il y a, comme il a dit, dans nos cultures, des valeurs positives, mais il y a des choses négatives. Et il nous revient, Africains, de savoir faire une analyse critique de notre culture et de fonctionner un peu comme on fonctionne dans l'entreprise. Quand vous entrez dans une entreprise moderne, on affiche quelque part à l'entrée les valeurs de l'entreprise. Il est bon que nous arrivions à identifier les valeurs africaines positives. Quand bien même une valeur se conjugue avec le mot positif, mais les valeurs qui peuvent constituer des ressorts pour nous inscrire dans un monde en compétition, dans une économie de production.
Regardez par exemple le village africain. Son économie est essentiellement fondée sur une économie de subsistance. Dans la subsistance, la demande de biens est très faible. Donc l'offre de biens qui en découle est évidemment très faible. Comment voulez-vous aller dans un monde de compétition avec une mentalité de cueillette? Ce n'est pas possible. Il appartient donc aux élites africaines de nous réveiller. C'est-à-dire que l'école doit nous apprendre comment penser et non quoi penser. Nous devons vaincre le complexe intellectuel. Penser pour nous-mêmes et non penser à travers le prisme occidental. Malheureusement, et c'est ce qui se passe jusqu'à présent. Monsieur Emmanuel Yaoundé, la question est celle-là. Est-ce que nous sommes vraiment coupables de notre sous-développement? Vous le dites à plus de 50%, à moins de 50%. Je veux bondir sur le point de vue émis par M. Ngoran, mon homonyme, pour dire qu'il y avait dans le temps une sociologue camerounaise, Axel Kambo, qui avait écrit « Si l'Afrique refusait le développement ». C'était un peu de sarcasme. C'est pour dire quoi? Pour revenir à la cueillette avec le livre classique de Marshall Salins, Âge de pierre, âge d'abondance. Les sociétés traditionnelles africaines n'étaient pas des sociétés d'accumulation. Il y avait la monnaie à travers la caurie, d'autres instruments, l'or, mais ce n'étaient pas des sociétés d'accumulation parce qu'elles remplissaient leurs fonctions essentielles qui étaient une économie sociale. On allait à des funérailles, à des mariages pour arrêter de travailler. Nous sommes engagés dans un cycle qui est tout à fait nouveau, pour lequel nous n'avons pas totalement adopté les nouveaux automatismes. Prenez un exemple, le temps, notre attitude vis-à-vis du temps, les rendez-vous que nous ne respectons pas. Mais voyez-vous, je suis venu des États-Unis il y a bientôt 2 ans, je remarque sur la route, lorsque je roule, qu'on me pourchasse, les Ivoiriens sont pressés sur la route. Alors que là où on les attend, au travail, on ne les voit pas. Et il y a cette attitude-là qui est la déformation de la solidarité africaine. Émile Durkheim parlait de solidarité mécanique et de solidarité organique. Le monde moderne fonctionne à partir d'une solidarité de complémentarité. On ne produit pas le même bien dans un environnement donné. Les éléments constitutifs de la société dépendent les uns des autres à travers la production économique, de sorte qu'on arrive au-delà de ce que nous avons connu qui est le TOC, on arrive à des échanges monétarisés. Nous sommes engagés dans un système d'économie moderne. L'épargne, où est-elle? Nous n'épargnons pas. Nous consommons tout dans des funérailles. Je ne sais pas parce que je suis contre les funérailles, mais nous n'arrivons pas à économiser. L'épargne nationale n'existe pas. Comment pouvons-nous amorcer le développement qui est une œuvre d'indépendance si nous n'avons pas de capitaux propres à nous, à partir duquel nous pouvons lancer notre économie? Et les aléas de l'économie mondiale, avec les pressions qui s'exercent sur nous, font que la pauvreté s'accroît plutôt que d'inverser la courbe. Il y a un certain nombre de choses au niveau des individus, nous-mêmes, individus africains. Moi, je me suis toujours dit, quand j'étais aux Nations Unies, qu'on juge les Africains sur la base de la ponctualité. J'arriverai au boulot 30 minutes ou 1 heure avant, je quitterai après tout le monde. Et je l'ai fait de sorte que partout où je vais à ce rendez-vous, ce soir, j'étais arrivé vers 14 heures. J'étais assis là dans la salle à attendre. Parce que ce sont des choses que nous pouvons corriger.
Nous avons à nous assumer pleinement, individuellement et collectivement. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres, mais nous ne sommes pas inférieurs à eux. Il y a de l'excellence dans notre culture, des éléments qui peuvent nous amener à améliorer les conditions de vie de nos populations. Il faudrait que nous fassions un peu comme les Asiatiques, que nous apprenions à travailler, par exemple. Professeur, vous avez écouté, on est tous militants de la culture africaine, mais tout de même, on a l'impression que le temps, ce n'est pas de l'argent chez l'Africain. Quand on a un rendez-vous pour 16 h, on vient à 17 h ou à 18 h. Et ce serait difficile d'expliquer ce que cela est positif. Pas du tout. Ce n'est pas difficile. L'Africain a un fonctionnement. On n'est pas l'autre. Je n'ai pas tu. Le fonctionnement dans notre culture est très net. Quand on dit très tôt dans ma culture, tu se traduit par Ndjeremo Toutoukba. C'est-à-dire que vous venez avant 6 h. C'est un moment. Le même calendrier journalier indique que quand vous venez le matin, quand on dit viens dans la matinée, c'est le concept de matinée, c'est un temps. Quand on dit entre midi, dans l'après-midi, entre midi et le soir, c'est un moment. Quand on dit dans la soirée, c'est un autre moment. Quand on dit la nuit, c'est un autre moment. Donc ici, je ne veux pas dire que cette façon d'organiser la société est inférieure à une autre façon de l'organiser. Il aurait fallu nous approprier les aspects positifs des moments et nous organiser sur cette base et l'enseigner. Et c'est là où, sans accuser la colonisation, nous avons, je parlais de système. Un système comporte à la fois les valeurs et les stratégies de développement, les programmes d'anéantissement de l'autre, les concepts. Prenez notre programme, prenez les programmes d'enseignement. Depuis l'ère coloniale jusqu'à maintenant, qu'avons-nous changé en dehors des rares programmes? Qu'avons-nous changé? Il faut à l'Afrique, en réalité, une révolution culturelle. Il faut opérer une révolution culturelle. Une révolution culturelle, qu'est-ce que vous mettez dans une révolution culturelle? D'abord et avant tout, la révolution culturelle, c'est si je ne sais pas d'où je viens, je ne saurai jamais où je vais. Quand David Diop écrit « Afrique, mon Afrique », Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales, Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain, c'est-à-dire l'Afrique précoloniale dont parle M. Ngoron. L'Afrique précoloniale, qu'est-ce qu'avions-nous? Ensuite, on en vient à l'Afrique moderne. Savez-vous, l'Europe dont on parle tant n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu le 18e, le siècle des Lumières. Qu'avons-nous fait de nos théories? Beaucoup de tentatives partaient de Cheikh Anta. Parler de Nkrumah, parler ensuite même de Sékou Touré qui a été vilipendé. Parler de Nyangoramboa, de la dromologie, parler de Maître Bassere Titenga, de la bendrologie, parler de Zadi Zaïrou, du Didiga. Donc il y a à conceptualiser, à mettre dans les programmes, à enseigner les valeurs et donc à enseigner les valeurs. Si vous prenez un programme d'enseignement depuis 1960, qu'avons-nous obtenu? Alors, je ne répondrai pas à la question. Non, je ne vous demande pas de répondre. Ah oui, mais je nous demande. J'ai compris la chose, mais je ne répondrai pas à des questions. Par contre, je vais vous poser une question qui est celle-là. Est-ce que c'est normal, par exemple, qu'on organise des funérailles, comme il l'a dit tout à l'heure, Monsieur X a 100 000 francs CFA en tout et pour tout, on doit organiser des funérailles pour 500 000 francs. Ici, cela fait partie des pesanteurs. Mais les funérailles chez nous ont toutes, c'est un système. Les funérailles, c'est le haut lieu de la pratique de la relation à l'autre, de l'adhésion à un peuple, de la reconnaissance. On sait qu'à des funérailles, vous serez présents, et donc il y a une sorte de cohésion sociale qui s'établit par principe d'entraide et de partage. Il y a des excès dans cette pratique. C'est des excès que nous sommes. C'est ça les enjeux. C'est forcément négatif. Ah ben, quand ce sont des excès, ce sont les enjeux, donc les pesanteurs qu'il faut devoir enlever pour que les funérailles ne deviennent pas des lieux de ponction. Mais c'est aux funérailles également que les décrets royaux apparaissent. Moi, j'étais à Bangoro à la cour royale, quand le roi a dit à compter de cette année, pour les funérailles, il n'y a qu'un pagne et un seul pagne. Et alors, on n'achète plus plusieurs types de pagnes pour chaque funéraille. Là,
on arrive à un rassemblement parce que la psychologie de l'individu étant touchée, il y a un certain nombre de messages qui peuvent passer. Cela dit, les excès, de faire en sorte qu'on passe toute la journée à faire des funérailles, de faire en sorte que les funérailles deviennent le lieu où ceux qui n'ont même pas 500 francs sont obligés de donner 500 francs, ça se codifie, mais il y a des régions qui ont codifié. Vous prenez la charte de cohabitation fraternelle à Beaunois, il y a un code, il y a des gens qui on va garder le corps pendant des mois et des mois, mais des régions de chez nous ont codifié cela. Je prends le cas de Beaunois. Et en une semaine, à telle période, si ce n'est pas fait, vous devez payer une amende. Mais la société a besoin d'être organisée. C'est tout. Cela dit, ça ne veut pas dire que l'Africain, fondamentalement, ça veut dire que nous avons compris, nous Africains, nous avons compris que certaines choses quand même sont mais nous, attention, ce n'est pas que nous ayons compris a posteriori, nous avons compris a priori. À la naissance, nous avons compris. Mais ce sont les pratiques des individus et des hommes et des environnements. C'est peut-être nous, les cadres aussi, qui avons fait cette mascarade de funérailles. C'est peut-être une certaine élite africaine. Je dis bien une certaine élite qui estime que les funérailles, désormais, c'est le lieu où on peut on peut avoir un phénomène de monstration, où on peut prouver que là, je vais être élu, je peux vous apporter de l'argent, mais ça, c'est pas africain, c'est pas l'Afrique. Peut-être vous, les cadres, c'est peut-être vous, les cadres, qui avez codifié cela, qui avez cautionné cela et qui continuez d'accompagner cela. Codifié, non. Parce que vous avez des ambitions politiques. Parce que vous voulez avoir les autres sous vos aisselles. Je pense que ceux qui le font ils profitent de l'opportunité que leur offrent ces circonstances-là. Ils profitent d'une opportunité. Dans l'absolu, vous êtes contre? Non, je ne peux pas être contre les funérailles. Je ne peux pas être contre les funérailles, mais je suis contre la manière de conduire les funérailles. Je suis contre le fait qu'on investisse dans les funérailles, parce que c'est un investissement improductif. Mais les funérailles en tant que haut lieu de manifestation de la solidarité, de la cohésion, c'est plutôt quelque chose que nous devons défendre et rechercher. C'est un investissement improductif, vous avez. Est-ce que ce n'est pas la conception occidentale de la chose? Justement, c'est ce que je disais. Tout dépend, de mon avis, il n'y a pas de valeur culturelle fondamentalement négative ou de valeur culturelle fondamentalement positive. Mais c'est dans la rencontre. Peut-être vous le dites pratique, hein, parce que si c'est une valeur, c'est positif. Ouais. Si c'est valeur, le mot valeur, c'est qui vaut. On ne se permettra pas de dire des valeurs négatives, M. Syria Kungora? Non, parce que le fait même de lui donner la qualité de valeur, ça veut dire qu'on a évalué, on a pesé et qu'on considère que c'est quelque chose de positif. J'adhère en fait au vocabulaire de pratique. Dans nos pratiques, il y a ce qui est bon et il y a ce qui est mauvais. Et c'est ce qui est bon qu'on appelle des valeurs. Tout à l'heure, dans mon intervention, j'ai pris le cas d'une entreprise qui est à la recherche du profit. Elle essaie d'inculquer des valeurs entrepreneuriales, des valeurs d'efficacité dans le travail aux employés de l'entreprise. Et on peut ramener la chose à un niveau plus grand, c'est-à-dire notre société, notre nation, en construction en fait. Si nous prenons les différentes cultures, les différents peuples, et que nous faisons passer dans une sorte de tamis ou de filtre ce que nous appelons nos pratiques, notre culture, nous pouvons converger très rapidement vers un ensemble de valeurs et faire de ces valeurs des atouts pour notre développement. En fait, moi, je veux être un afro-pessimiste, mais très critique. Voilà, un afro-pessimiste très critique. Parce que mon histoire personnelle, ma carrière personnelle m'a amené à être confronté depuis longtemps à des problèmes de développement. Et je me suis fait moi-même une certaine compréhension des obstacles. Ce n'est pas tant le défi technique ou scientifique qui est le vrai problème à l'Africain. C'est une bonne connaissance de l'homme
de la société et savoir quel est le meilleur cheminement pour aller vers le résultat optimal. Parce que le développement, tout à l'heure, on essayait de définir, ce n'est pas forcément la surproduction économique qui confère la meilleure qualité de développement. Si vous prenez les nouveaux indices, par exemple, de classement de développement, les États que vous considérez comme les plus puissants au monde ne sont pas les mieux classés dans les indices de développement humain et dans les indices de progrès économique véritable. Non, j'ai dit que c'est plusieurs choses qu'il faut mettre en ligne de compte. Et de ce point de vue-là, si on analyse tous ces indicateurs, on va peut-être modérer un tout petit peu l'appréciation parfois trop méchante que l'on a vis-à-vis de l'Afrique. En fait, l'Afrique a besoin d'être organisée. L'Afrique a besoin de revenir à des valeurs essentielles, des valeurs qui existaient dans nos sociétés. Le travail, la justice et la reconnaissance du mérite. Dans une société traditionnelle, à Caen, si vous n'allez pas au champ, il est très difficile pour vous de manger. Donc, le travail est une valeur. La justice est une valeur. Et la reconnaissance du mérite aussi est une valeur. Et cela est valable pour tous les peuples. Mais cela est valable pour tous les peuples. Mais qu'est-ce que nous faisons en ville? Est-ce que nous essayons de sublimer ces choses-là au niveau de la construction de notre nation? Vous pensez le contraire? Il m'arrive parfois de penser le contraire. Il m'arrive très souvent, comme le disait mon voisin, de penser le contraire. Pourquoi les Ivoiriens sont pressés dans la circulation? Parce qu'on leur a inculqué petit à petit, ou leur subconscient a fini par intégrer la notion de raccourci. Le raccourci, c'est le fait de passer à côté de l'autre pour arriver devant lui. Lorsqu'on installe la mentalité de l'éternel assisté, du grand frérisme, il ne faut pas confondre la solidarité africaine avec l'espèce de parasitisme. C'est pour cela que j'ai beaucoup écouté avec attention l'histoire des funérailles. Mais peut-être on peut codifier de plusieurs façons. On peut même dire qu'au-delà d'un certain montant, on prélève le surplus et on injecte ça dans la mutuelle de développement du village pour financer des activités qui génèrent réellement des revenus, mais non pas des activités qui vont aller dans le domaine de l'humanitaire. Mais ça, c'est le génie inventif du village qui doit produire cette réponse. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut se décomplexer. L'école nous a appris à lire et à écrire, à aller très loin. Mais nous ne devons pas penser comme les Blancs. Nous devons penser les réponses adaptées aux besoins de nos populations. J'ai eu pour habitude souvent de dire aux gens, quand je visite par exemple mes amis qui sont enseignants ou chercheurs, qui se plaignent très souvent de l'insuffisance des budgets de recherche, je leur ai souvent dit, mais essayez de faire de la recherche intégrée. Pourquoi ne prenez pas un thème qui peut fédérer toutes les facultés? Prenons par exemple le maïs ou l'igname. Sa culture peut être un objet de recherche pour les agronomes. Mais son mode de croissance peut être un thème de recherche pour les biologistes. Est-ce que ça ne peut pas intéresser les économistes en ce qui concerne la façon dont c'est commercialisé? Pourquoi pas les sociologues? Si on peut arriver à prendre un thème fédérateur, non seulement on réduit le budget qu'on injecte, mais la production intellectuelle autour est plus abondante. Vous le dites, mais cette question, certainement, vous avez posé beaucoup de questions à ces chercheurs, enseignants-chercheurs, mais vous n'avez pas trouvé de réponse, ou bien vous avez la réponse. En tout cas, tout à l'heure, on vous demandera les réponses à cela. Mais, monsieur Emmanuel Yaoungoram, on a l'impression jusqu'à présent, il a parlé de ce décomplexement, on a l'impression jusqu'à présent que lorsque les Africains parlent de développement, ils parlent d'occidentalisation. C'est exact, parce que nous avons intégré des schémas qui nous sont étrangers et qui n'ont pas été sécrétés par notre génie. En parlant de génie et en écoutant les autres intervenants, une idée me vient à l'esprit, celle de la méthode de l'organisation. Parce que le génie brut, non organisé, est inefficient.
comme l'assemblage, la symbiose, la synthèse des ressources, des talents peut amener à créer une richesse démultipliée. Nous avons un problème, comme le professeur Amoa l'a dit, d'organisation, de pensée, de redéfinition. J'allais dire, nous devons révisiter certaines de nos assises, je dirais sociologiques pour être bref, c'est-à-dire les fondements de nos sociétés, parce que nous les avons ignorés et c'est ce qui fait que nous entrevoyons tout selon les prismes des autres. Les Africains doivent se regarder. J'ai écrit un essai sur la musique congolaise, la rumba congolaise. L'idée m'est venue du fait que cette belle musique provient du cœur de l'Afrique. Ce pays, ces pays, les pays du bassin du Congo, ont tout subi dans la vie. Cependant, il y a ce génie-là de créativité, mais qui a besoin d'être organisé. L'Afrique a ce problème. Le jour que nous serons convaincus que nous avons des ressources et que nous devons les organiser, nous devons les épouser et nous projeter dans l'avenir sur des bases solides, à partir de ce moment, l'Afrique, les pays africains seront développés. Moi, j'ai foi en l'Afrique. C'est pour cela que j'ai quitté les Nations Unies pour venir en Côte d'Ivoire alors que j'avais encore 5 années de carrière. Vous pouviez toujours défendre l'Afrique à partir de là-bas. En tout cas, la culture, le débat sur la culture comme moyen de développement suscite beaucoup de réactions. La culture peut-elle être réellement... elle peut contribuer au développement, c'est une question qu'on se pose. Et en tout cas, les avis divergent quant au développement de l'Afrique par l'intermédiaire de sa culture. Même si certains pensent que la culture peut servir de tremplin pour un développement authentique, s'il y a une volonté politique, bien entendu. Nous allons écouter le professeur Twibi Ernest. Il y a une idée préconçue qui date de la période coloniale même et qui consistait à faire véhiculer justement la pensée selon laquelle les peuples dits de tradition orale étaient des peuples barbares, des peuples sans civilisation, parce que justement leur culture constituait une pesanteur, n'est-ce pas, pour le développement dans sa dimension moderne. Alors qu'en réalité, quand vous passez au peigne fin tous les traits de culture et tout ce qu'on peut appeler civilisation de ces peuples, en général sans écriture, vous voyez qu'il y a une traçabilité du point de vue des fondamentaux du développement même. Parce que quand on projette le développement, on peut le résumer à ceci: le développement permet ou doit permettre l'épanouissement de l'humain. Mais épanouissement ne veut pas dire forcément développement matériel. Le développement, il est d'abord humain, c'est-à-dire en termes de valeur. Mais quand vous prenez ces traditions, vous voyez que ce sont des sociétés en général qui se développent à un très haut niveau des valeurs comme la solidarité, l'altruisme, le courage, etc. On a tendance à faire croire que les pays africains sont en retard sur l'Occident et peut-être sur l'Asie, dans une moindre mesure ici, parce que justement, ils n'ont pas les mêmes niveaux de développement. Mais quand vous voulez analyser un peuple, il faut le prendre du point de vue de sa diachronie, c'est-à-dire de son histoire. Quand vous prenez l'Occident, mais ce sont des siècles entiers de travail acharné, ce sont des siècles de manière de penser, d'idéologie qui se sont enchaînés pour produire ce que nous appelons aujourd'hui le développement moderne. Mais tous les peuples ne fonctionnent pas de cette façon. Donc laissons l'Afrique, c'est vrai qu'il y a des modèles autour, mais je souhaite qu'on laisse les pays africains aller à leur rythme. Se mondialiser ne veut pas dire se renier. C'est une question de conscience individuelle et c'est la somme de toutes les consciences là qui va faire en sorte que le développement dont vous parliez tout à l'heure va être possible. Ce n'est pas nécessaire pour les Africains de s'adapter, de se fondre dans la mondialisation. C'est peut-être une possibilité, mais attention, aujourd'hui, dans ce même contexte de la mondialisation,
vous avez des phénomènes absolument dangereux, déshumanisants, comme l'homosexualité, le mariage entre deux êtres de même sexe. Mais vous voulez qu'on se fonde dans tout ça? Je m'interroge. Mondialisation, d'accord, mais pas perte d'identité. Alors, je crois que ce n'est pas ce qui a été dit, c'est pas ce que nous avons dit sur ce plateau en tout cas. Professeur, on a des comportements importés et j'ai envie de dire mal appliqués, tout simplement. Et il faut pouvoir le reconnaître avant d'avancer. Non, le brassage de peuple, si vous voyez le mouvement... On parle de notre culture, mais la réalité du terrain nous dit qu'on a des comportements vraiment importés. Oui et non. Oui, parce que cela même relève du fondamental de notre existence. Quand vous parlez d'accuser la colonisation, non. On accuse le système colonial. Le système colonial a eu le temps de faire traverser dans nos veines un certain nombre de comportements et de réactions. Et à ce moment-là, vous parvenez à ce qu'on appelle la réflexiologie, pas la réflexologie. Le réflexe comme Pavlov, qui va se développer en nous, c'est un réflexe de si je m'habille comme ça, si je dois marcher comme ci, si je suis comme ça. Alors, il y a ce réflexe qui s'est établi en nous. Des personnalités comme Nyangoran Porqué n'ont jamais été en situation de compréhension. Quand comme M. Porqué a lancé la griotique. Mais aujourd'hui, nous y sommes tous. Hein. L'art du griot, qui est à la fois généalogue, généalogiste, historien, tout. Mais ce griot-là, c'est lui qui nous ramène à ce qui a été dit au départ, la charte de Kourkan-Foukan, en 1235, dans le conflit. Dans l'une des interventions, on disait ça a été codifié. Non, ça a été adopté, ça a été codifié à cette date, mais ça a été pratiqué longtemps à l'avance pour qu'on arrive au conflit de Soundiata Keïta et de Soumaoro Kanté. Alors, tous ces comportements que nous avons eu à apprendre à l'école, nous disons par exemple bonjour. Combien de fois ne l'entendons-nous pas, même dans nos bureaux? Mais dans ma culture, vous trouvez des personnes d'un certain âge qui disent « Hein, c'est une insulte ». On dira toujours « Unfa, inisogoma », avec tout l'art du discours. Baba, ahio, Yaponais, mais les boyi. Donc, il y a tout un contour qui favorise même l'acquisition du message. Ça, c'est ce qu'on dira « Bonjour madame, bonjour monsieur », mais la récupération sociale va être « Bonjour, ça va ?» Ça allait. Mais dès qu'on dit ça allait, c'est une autre plaie. Le sahaléisme, entre guillemets, devient un élément destructeur de l'individu. Donc vous comprenez que quand nous parlons, si les programmes, si nous n'arrêtons pas, nous ne faisons pas enseigner nos théories et nos concepts, la griotique, le didiga, la dromologie, la bendrologie, un certain nombre de concepts, c'est-à-dire sans théorie, la pratique est en difficulté. Et la pratique qui est en difficulté va générer d'autres théories qui vont être ajustées au fil du temps. C'est cela mon problème. Et le problème, alors, la réponse... qu'on a dit tout cela, qu'est-ce qu'on en fait depuis? Il faut que ça apparaisse dans nos programmes d'enseignement. C'est là où on n'est pas décolonisé. D'abord, il faut défétichiser nos pratiques. Dire je m'en vais à une cérémonie traditionnelle, mais celui-là, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il est perdu pour la société. Il faut défétichiser ça. C'est l'expression de l'âme des peuples, la culture. L'expression de mon âme ne se trouve pas dans une autre âme. Comprenez? Donc, tant que les programmes d'enseignement, tant que dans les collectivités territoriales, tant que dans les communes, tant que dans nos villages, il n'y aura pas eu cet enseignement concerté, de développement intégré, vous dites, hein, au PNUD, quand il n'y aura pas eu un développement intégré, prenant en compte toutes ces valeurs à partir de la classe maternelle. Autrement dit, quel est le citoyen africain que nous voulons avoir en 2050? Je ne vous demande pas de répondre à la question, mais si nos systèmes d'enseignement, si nos théories, si le port du pagne, si le port du boubou,
si l'art culinaire, la cuisine qu'on fait, si la manière de manger le soir autour d'un même plat avec les parents, c'est-à-dire ce qu'on peut récupérer en ville en mangeant avec les enfants, si tous ces comportements ne sont pas enseignés et intériorisés, nous serons encore malheureusement dans les 50 années à venir à la traîne. Mais et alors, nous serons... Très franchement, lorsque vous regardez la situation aujourd'hui, vous observez, est-ce que vous nous voyez aller dans ce sens-là? Ici s'arrête ma puissance d'homme de culture. Nous sommes là dans l'univers du politique qui va avoir une vision politique, qui va dire nos chercheurs, offrez-nous un programme d'enseignement qui prenne en compte nos valeurs dès les classes maternelles. C'est là la situation. Dès la commune là, que on organise notre commune, qu'on organise nos villages. Vous savez, je reviens de l'Afrique centrale, où j'expérimente les deux théories que j'ai énoncées, la théorie de la diplomatie coutumière en Afrique et la diplomatie de l'élégance langagère. Mais on se rend compte que si ce n'est pas à la base fondamentalement que cette diplomatie coutumière est prise en compte par l'organisation d'une chefferie, alors nous sommes perdus. L'organisation, mais l'organisation, dès que vous parlez de l'organisation, vous touchez à plus haut, c'est-à-dire au système politique. Et c'est là que la volonté politique va dire, alors à partir de maintenant, dans 2 ans, les programmes d'enseignement doivent comporter l'art de dire bonjour, que les travaux manuels vont permettre d'aller vers le développement du village comme c'était le cas. Il y a des choses que nous avons laissées tomber qui ne sont pas forcément mauvaises. En tout cas, je suis sûr que vous trouverez les mots et les expressions juste pour vous adresser aux politiques afin que vous puissiez être écoutés. Monsieur Ludovic Ipou, est-ce qu'aujourd'hui, parce que je nous vois en train de surfer sur plusieurs cultures à la fois, est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre de le dire sans gêner, sans déranger, qu'une culture est supérieure à l'autre? Non, pas du tout. Non, pas du Il faut qu'on le dise franchement. Est-ce que lorsqu'on parle d'un point A, 2 cultures démarrent en même temps, aujourd'hui tout le monde prend le Japon comme exemple, la Chine comme exemple, quel est le problème pour nous Africains? Le problème, à mon avis, c'est que nous n'avons pas encore apporté une réponse adéquate pour surmonter notre traumatisme. Parce que c'est vrai que notre histoire a été traumatisante, mais nous ne sommes pas les seuls peuples à avoir été colonisés. Les Japonais ont aussi été colonisés par les Chinois, mais ils ont su s'appuyer sur leur culture et surmonter ce traumatisme-là pour arriver au développement, pour apporter des réponses adéquates aux questions qui se posent à eux. Et je pense que c'est cela que nous n'avons pas encore réussi à faire. Mais pourquoi nous n'avons pas réussi justement? Et quel est le problème encore une fois? Là où les Japonais traumatisés réussissent à se relever, et les Africains continuent de rester genoux à terre. Le problème il a été en partie évoqué par le professeur Amoa, à partir du moment où nous considérons que le problème fondamental, c'est notre désir à construire un État capitaliste moderne. Nous voulons construire un État capitaliste moderne. Et cette volonté de construire un État capitaliste moderne est tirée par notre culture, disons, par certaines pratiques de notre culture. Cela signifie que pour résoudre cette contradiction-là, qui va nous permettre de créer un État capitaliste moderne, il faut forcément arriver au niveau de l'organisation politique. Moi, j'ai l'impression quelquefois, M. Cyriaque Ngoran, que nous n'avons pas de culture, nous sommes déculturés et acculturés à la fois. Oui, on peut avoir l'impression, mais nous avons une culture riche, extraordinairement riche. Vous et moi, nous ne sommes même pas encore d'accord que nous avons une culture. Si, moi je suis on a l'impression je suis conscient. On navigue de culture en culture. Non, on a une culture, on a des cultures. Et ces cultures-là, il va y avoir une sorte d'interpénétration. Et à la fin, il y aura une culture, une identité culturelle spécifique, par exemple, à un peuple comme la Côte d'Ivoire. En réalité, tout à l'heure, je disais que je voulais être un afro-optimiste, critique. Mais je vais essayer de dire un certain nombre de choses. Je vais prendre un proverbe du terroir à Caen, qui dit qu'on ne porte pas une charge avec la moitié de sa tête. Il y a plusieurs niveaux de compréhension. Premier niveau de compréhension, ça veut dire que
On n'avait pas besoin de blancs pour savoir ce que c'est que la démocratie. On ne porte pas une charge avec la moitié de sa tête. Ça veut dire que si vous mettez un lourd fardeau sur une moitié de votre tête, ça va se renverser. Vous risquez de tomber. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous êtes investi d'une charge importante, consultez l'autre partie de votre tête. Ce n'est pas de la tête physique qu'il s'agit, c'est la tête sur le plan philosophique, à un autre niveau de compréhension. Et là, c'est une interpellation vers la démocratie ou vers la gouvernance participative. On ne porte pas une charge avec la moitié de sa tête. Vous pouvez l'appliquer à l'entreprise. Si vous l'appliquez à l'entreprise, vous allez vers la gouvernance participative. On ne porte pas une charge avec la moitié de sa tête. Ça vous emmène vers le chemin de la dialectique. C'est-à-dire que la vérité jaillit de la confrontation de deux idées opposées. Vous voyez, avec un seul proverbe, j'essaie de balayer plusieurs champs de la connaissance humaine. Je crois en l'Africain. Mais comme il a dit, le génie sans méthode s'égare. Mais l'homme ordinaire, avec un peu de méthode et d'organisation, peut faire œuvre utile. Ce qu'il nous faut, c'est de repenser les choses. Nous ne pouvons pas aller au développement si nous ne savons même pas ce qu'il faut pour le développement. Moi, je fais partie de la génération des gens qui étaient au collège quand Houphouët-Boigny a lancé le slogan « L'avenir appartient à la science et à la technologie ». Les Africains doivent comprendre qu'aucune nation ne viendra leur offrir la technologie nécessaire à leur développement. Le jour où je vous donne un micro qui vous permet de réaliser l'émission à laquelle nous sommes invités, c'est que je dispose d'au moins 3 générations de micros de meilleure qualité. Nous devons dompter la science et la mettre au service de notre propre développement. Et il faut pouvoir inviter les Africains à ne pas dormir, mais à se réveiller. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Il ne faut pas aller à l'école qui nous apprend quoi penser. L'école doit éveiller notre esprit pour que nous-mêmes, nous nous posions les questions essentielles de notre existence, pas à chercher à répondre aux questions que les autres se posent. L'école, vous avez dit quelle école? L'école, peu importe. L'école que nous avons. Nous devons faire... C'est laquelle nous avons? Nous avons l'école occidentale. Elle n'est pas mauvaise en soi. Elle finit par devenir une école universelle. Il suffit, comme l'a dit le professeur à moi, d'y intégrer les éléments essentiels de notre culture. Nous avons un cours d'éducation morale. Mais est-ce que ce cours d'éducation morale emprunte les éléments, les vertus de nos valeurs africaines? Non, justement. Il faut aller emprunter. Tout à l'heure, c'est pour cela que j'ai fait ce détour par ce proverbe-là. Dans tous les cas, l'Afrique n'a pas le choix. L'Afrique sera contrainte au développement par la force de la nature. Alors, la démographie actuelle, oui. Vous savez que dans 50 ans, ça sera l'un des continents les plus peuplés. Et les vastes espaces inhabités vont commencer à disparaître. Et l'obstacle, c'est-à-dire que l'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. C'est Saint-Exupéry qui l'a dit. Dans 50 ans, je ne sais pas trop, comme vous le dites, vous les économistes, toutes choses égales par ailleurs, donc je ne veux pas présager de ce qui va arriver dans 50 ans. Mais en même temps, M. Emmanuel Yao-Ngouran, on a l'impression qu'il y a des cultures magnifiées aujourd'hui et des cultures qui sont considérées comme des cultures dépassées. Et parmi les cultures dépassées, les regards sont toujours tournés vers l'Afrique. Les cultures africaines ne sont pas dépassées. Je vais vous dire une chose. Elles sont caduques? Non, elles ne le sont pas. Ça vous choque? Prenez une chose. Oui, parce que ce n'est pas vrai. Parce que l'écriture existait en Afrique. Existait? Oui. On nous dit que nous avons que des peuples à tradition orale. Il y a une chose. Prenez nos langues. Les langues de chez nous. Prenez nos proverbes. Allez des confins du Niger jusqu'en Afrique australe. Vous allez voir que nos contes sont les mêmes. Quand j'ai lu Léopold Sédar Senghor et Aboulaye Sadi dans Le Lièvre, à l'école primaire, je voyais les contes de chez moi
de mon village parce que je suis resté longtemps au village, autour de 10 ans avant d'aller à l'école. Et on me contait toutes ces légendes-là, ce sont les mêmes. Prenez la manière dont nos langues sont organisées. Le « la » que nous ajoutons, c'est l'article que nous rejetons dans nos langues vers la fin. La télévision, là, nous dirions. Quand nous prenons nos langues, les langues africaines, nous voyons qu'il y a des éléments qui sont de convergence. Il y a des espaces, des angles de partage, d'osmose partout. Et cela tient du fait que nous avons un socle culturel commun et qui est extrêmement fort. C'est ça qui nous amène aussi à la résilience. Le fait que les Africains croient en la vie, malgré tous les déboires qu'ils subissent, ils remettent tout à la foi, à Dieu. Cela vous pose un problème? Non, non. Bien au contraire. Chez nous, on dit la terre, le ciel. La résilience, tout de même, on ne félicite pas cela, on ne salue pas cela. Et je dirais l'homme, parce qu'il y a une sorte de triptyque. Et le chiffre 3, qui est un chiffre très important, on le retrouve dans nos cultures. Si on fait un peu de recherche, on verra qu'il y a extrêmement de valeurs positives dans nos cultures. Il faudrait que nous apprenions à les redécouvrir, à les organiser pour les épouser totalement, pour nous projeter dans un futur promoteur. J'ai l'impression, professeur, qu'on met beaucoup de temps pour comprendre tout cela et qu'il y a des problèmes qu'il faut les résoudre. On a fait beaucoup de détours. Tout à l'heure, c'est un proverbe. Professeur, lorsque on veut dire tout simplement le roi est mort, on a compris le message. Pourquoi on le dit autrement? Le roi a mal à la dent, le roi a mal aux pieds. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ce détour pour dire la même chose? Est-ce qu'on ressent différemment? Très bien. Je voudrais d'abord et avant tout... J'ai envie de dire franchement plus brutalement, est-ce qu'on ne perd pas le temps? Je vais vous répondre, mais auparavant, il est peut-être bon de dire que nous avons indiqué que en lieu et place de l'inexistant, on a un socle. Dans le socle, il y a des pratiques primaires. Il faut intellectualiser certains comportements, les enseigner pour les vulgariser. C'est là, et cela suppose, comme dans un système académique, une théorisation qu'on appelle cours magistraux et une autre partie de TD. C'est-à-dire que nous sommes arrivés, quand je parle de Nyangoro Pork et de Cheikh Anta, de toutes ces personnalités, qu'avons-nous à thésauriser? Et nous avons de la matière aujourd'hui. Maintenant, à partir de ces matières, il faut aller vers l'exploitation de ces matières à un grand niveau, à un niveau plus étendu. C'est l'école aujourd'hui. C'est là où on est supposé, je dis bien on est supposé, recevoir l'éducation et le savoir. Parce que vous avez des doutes? Je dis on est supposé. On ne peut pas oui, mais c'est une bonne parenthèse. Je ne peux pas ne pas en douter quand vous-même vous demandez si nous avons intériorisé nos valeurs. Depuis 1960, si effectivement les écoles avaient intériorisé nos valeurs. Moi, je suis prof de lettres au départ. Mais avant d'être spécialiste de sciences du langage, mais j'ai dit tout simplement que en 6e, 5e, quand vous enseignez une œuvre, la littérature française, vous enseignez la littérature africaine. Nous avons gardé cela à l'université. J'ai dit à un moment donné que la littérature, si on enseigne la littérature, elle est d'expression française, d'expression chinoise, mais on ne peut pas continuer de garder un programme comme ça, de l'avoir gardé au moins sur 30 ans à partir de 1960. Ça crée lisez les pièces de Molière ou de Corneille, vous avez des comportements. Ces comportements, on les a intériorisés, nous on les a enseignés, on les enseigne encore. Vous voulez que l'enfant ait quel autre comportement par la suite? Maintenant, la question que vous posez de savoir, le roi est mort. Mais l'élégance langagière suppose même que qui vous a autorisé, vous, à annoncer le décès du roi? Déjà, on commence dans la civilisation. Qui a autorisé? Oui, parce que la société est organisée. Et lorsqu'il s'agit du décès du roi, cela veut dire que la terre est souillée. Cela veut dire que si vous l'annoncez de façon brutale, des peuples vont s'affronter si des précautions ne sont pas prises. Alors, on organise l'annonce. Pour vous, en journalisme, c'est un scoop. Comme ça, je crois que c'est comme ça que vous dites. Hein? Absolument. Mais chez nous, il y a toutes les précautions sociales, d'organisation, qui vont faire qu'on annonce le décès
du roi par étapes successives pour préparer la psychologie à recevoir et à donner l'information à un moment donné. À un moment donné et choisi et préparé. Sinon, dans le même temps, vous pouvez tuer 100 à 150, peut-être même plus, des personnes qui vont mourir parce qu'elles viennent d'entendre, parce que vous allez désorganiser la société. Mais pour une fois, pour ça, je suis totalement d'accord avec vous, parce que même le scoop, on prend des précautions avant d'annoncer. Alors, donc, c'est... Ils vont mettre d'accord avec moi sur beaucoup de choses, parce que, oui, c'est ça. Alors, professeur, peut-on, alors là, la question sera plus pour vous, c'est pour M. Ludovic, peut-on repenser notre culture, ou doit-on la repenser? En tout cas, sur la question, les idées s'entrechoquent. Pour une partie de l'opinion, il faudrait que les cultures africaines fassent l'objet d'un tri pour être débarrassées de tout ce qui pourrait être des tares pour le développement de l'Afrique. Et pour l'autre, en chaque élément de la culture africaine se trouve quelque chose de constructif qu'il faudrait mettre en valeur. Nous allons écouter ce micro-trottoir et continuer. Il faut faire la part des choses, prendre ce qui est bon dans nos cultures et rejeter ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas nos coutumes qu'il faut changer, il faut changer la mentalité de chaque Africain. Parce que si on change nos mentalités, l'Afrique ne peut pas changer. Mais si on est cloîtré sur des trucs qui ne peuvent pas faire évoluer l'Afrique, l'Afrique ne évoluera plus. Au niveau de la famille, il faut d'abord changer. Et quand on change, quand tu changes ton intérieur, tu peux changer autour de toi. On doit moderniser notre culture, essayer de grandir et puis bon, apporter quelque chose à la culture africaine. On doit essayer de ressembler aux grands. Voilà. La culture, c'est ce qui reste qu'on a tout oublié. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, nous devons nous ressourcer. Parce que c'est parce que nous ne maîtrisons pas notre culture que souvent nous sommes dénaturés, nous sommes acculturés. On ne peut pas totalement, du jour au lendemain, changer toute notre culture. Il faut, comme je dis, il faut moderniser certaines choses. Aujourd'hui, tu prends par exemple, on parle d'homosexualité. Et cette tendance-là, chez nous en Afrique et en Côte d'Ivoire, bon, c'est comme à la mode. Ça, je pense que c'est une mauvaise chose. La vie même est changement. Et donc le changement étant inhérent dans le mécanisme de tous les bouleversements qui se passent actuellement, je pense qu'on ne peut pas rester statique. C'est vrai qu'une culture a servi à un moment donné à définir des règles de fonctionnement d'une société. Mais avec l'évolution, il faut retoucher certains aspects, certaines choses, pour pouvoir bien évoluer dans le concert des nations. Donc je pense que c'est très utile quand même de retoucher. C'est vrai que c'était les fondamentaux qui ont existé à un moment bien donné de la vie. Et puis le temps évolue, comme je l'ai dit. On ne peut pas rester statique. Hein. Pour un développement total, il faut véritablement un changement. Actuellement, on parle de mondialisation. Ça veut dire qu'on prend un peu de tout et puis on essaie de faire une bonne chose. Et je peux prendre par exemple l'exemple de l'excision. Vous voyez l'excision, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était essentiel pour les gens de faire ça. Mais aujourd'hui, il y a des mots. Je veux dire, il y a les MST, il y a tout ça. Tout le matériel qui était utilisé dans le temps, c'est le matériel qui n'est pas stérilisé. Et puis aujourd'hui, toutes les femmes qui s'adonnent encore à ces pratiques-là, elles sont mal vues dans la société. Voilà, à une certaine époque, c'était valable. Mais maintenant, c'est plus utile. Monsieur Ludovic Ipou, a-t-on identifié très clairement les facteurs qui plombent notre culture? Est-ce qu'on peut même penser à repenser notre culture? Doit-on le penser? Repenser notre culture, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut. Oui, choisissez le vôtre, mais en tout cas, est-ce qu'on doit revoir, revisiter notre culture? Nous savons tous à grands traits les facteurs qui constituent un frein au développement de type capitaliste. Nous les connaissons. Le professeur Amoa le disait tout à l'heure, il est vrai qu'il faut une activité importante de recherche autour de notre culture. Et cette activité a déjà commencé. Cette mise en théorie est déjà en œuvre. Elle doit se poursuivre, elle doit s'approfondir. Mais pour ce qui est déjà fait, il faut commencer à vulgariser, à transmettre. Et comme il le disait tout à l'heure, les espaces de transmission, c'est l'école, c'est l'éducation. Moi, je voudrais aller au-delà pour dire qu'il n'y a pas que l'école dans sa version occidentale. Nous avons, nous, nos espaces d'initiation.
Et ces espaces-là aussi peuvent être des espaces de transmission de valeurs nouvelles, d'adaptation, d'innovation culturelle. Vous savez très bien que dans notre société actuelle, on fait fi de tout cela et qu'on est dans une autre valeur. On a changé complètement de registre. Oui, mais par exemple, l'espace de la famille, le lieu de la famille, c'est l'espace où on commence à apprendre. Est-ce que déjà nous avons commencé à intégrer le fait que nous pouvons véhiculer des valeurs culturelles au sein de la famille? Il faut y penser. On pose la question, mais là, il paraît aussi que cette famille, elle-même, elle a explosé. Elle n'est plus la famille qu'il faut. On peut le dire, mais toutes les familles ne fonctionnent pas de cette façon. La cellule familiale demeure toujours un lieu d'apprentissage. Qu'elle soit monoparentale ou recomposée, elle demeure un lieu d'apprentissage à côté de l'école. Et nous avons d'autres lieux d'initiation dans nos sociétés traditionnelles qui continuent d'exister. Quand vous prenez la fête de génération chez les Akans lagunaires, c'est un espace d'initiation qui permet à l'adolescent d'apprendre à devenir un adulte. Et dans cet espace-là, on peut véhiculer des valeurs. C'est déjà ce qui se fait. Mais est-ce que ces valeurs qu'on veut véhiculer sont efficaces pour nous permettre de régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés? Vous pensez que non? Pour l'instant, je pense que non. Très bien. Monsieur Cyriaque Ngoran, vous l'avez vu, aujourd'hui on se pose la question de savoir si on doit repenser nos cultures. On est encore dans l'enthousiasme, on a du mal à passer à l'engagement. C'est le constat que nous faisons sur le terrain. On a l'impression qu'on ne pourra jamais, qu'on ne pense même pas à changer, qu'on est vexé inutilement lorsqu'on pense à trier, retirer ce qu'il faut de nos cultures. Non, je ne pense pas comme ça. Il n'y a pas lieu de moderniser une culture ou notre culture. Il y a lieu de tirer les valeurs fondamentales qu'on peut trouver dans notre culture pour les adapter aux exigences de la vie moderne. Qu'est-ce que je veux dire? Si c'est pour la pratique, par exemple, de la démocratie ou de la gestion de la cité ou de la gouvernance, il y a tous les ingrédients qu'on peut trouver dans notre culture, à condition que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes, que nous ne cherchions pas à tricher. Voilà un premier niveau où un effort est à faire du côté des Africains. La famille, pour moi, n'est pas un poids. Elle est un poids à partir du moment où on n'amène pas tout le monde à la culture de l'effort et du travail. Regardez par exemple comment fonctionnent les familles Bamileke. Ils ont réussi à codifier les choses de telle manière que finalement leurs réceptions sont tournantes et que chacun sera obligé de trouver les moyens nécessaires pour faire face aux besoins de la famille. Moi, je crois qu'il faut revenir, ou bien, comme on est en train d'aller vers la fin, sur des choses fondamentales. L'Afrique a une élite. Toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, le développement a été tiré par des élites. Et l'Afrique doit savoir tirer le meilleur parti de ces élites. Je le dis pour que l'Afrique comprenne que ce n'est pas en trichant. Parce qu'on a tendance à tricher en Afrique. On fait des décorations à la télévision, on voit des gens qu'on présente comme des élites, mais en réalité qui ne le sont pas. Il faut que l'Afrique s'intéresse à ces hommes qui inventent et qui créent et qui peuvent la tirer vers le haut. Vous savez par exemple qu'il y a des jeunes Africains aujourd'hui qui font honneur à l'Afrique, qui ont inventé, qui ont innové dans le domaine des nouvelles technologies. Mais on en parle très peu, alors qu'on doit pouvoir les célébrer et en parler et faire des modèles. Vous savez par exemple que quand vous allez à une journée carrière aujourd'hui dans nos écoles, il y a des métiers qui ne suscitent plus du tout d'intérêt pour les jeunes Africains. Tant on a mis l'intérêt sur des métiers qui paraissent comme des métiers les plus lucratifs. Or, la construction du développement, c'est un agencement intelligent
d'un ensemble de choses, de savoir et de savoir-faire. Et il est important que nos dirigeants le comprennent. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Et à tous les niveaux de développement, on peut puiser des éléments essentiels de notre culture. Donc, pour revenir à ce qu'on avait dit au départ, c'est de faire passer notre culture dans un prisme et de retenir ce qui est fondamentalement positif pour notre avancement vers un monde moderne et un mieux-être individuel et un mieux-être collectif. Ce que je voulais dire à la fin, c'est que l'homme africain, le responsable africain, le dirigeant africain, à quelque niveau qu'il puisse être, doit savoir placer les attentes collectives au-dessus de l'intérêt individuel. Il doit comprendre que le travail est quelque chose qui libère l'homme et non une corvée pour l'homme. À partir de ce moment-là, l'Africain va travailler avec plaisir et les inventions qu'il faut pour tirer l'Afrique vers le haut vont se faire parce que je suis convaincu que les hommes de génie, il y en a énormément dans nos sociétés. Que les meilleurs soient célébrés. Et pour qu'ils puissent servir, pas célébrer simplement, d'exemple, oui. Et que leurs inventions ne dorment pas dans les tiroirs, mais puissent entrer dans l'économie de la production et créer de la valeur. En tout cas, vous avez compris. Je crois que votre message s'adresse à tout le monde à la fois parce que chacun regarde son modèle, chacun choisit son modèle. Monsieur Emmanuel Yao Ngoran, aujourd'hui, lorsque vous regardez notre société, est-ce que vous pensez que nous avons défini la société que nous voulons véritablement? On a l'impression qu'on fait un pas en avant, un pas en arrière et on fait du surplace. Je n'ai pas l'impression que nous avons défini la société qu'il nous faut. Il y a un nouveau type d'Ivoirien pour ce qui concerne notre pays et je reviens à un concept, une thématique qui a été évoquée, c'est la réforme de l'éducation. Je croyais qu'en sortant de cette crise, notre instrument de formation et d'éducation allait être reformulé en tenant compte de ce que nous voulons, en tenant compte des futures générations d'Ivoiriens que nous voulons créer. C'est un thème qui est fondamental. Je le balance comme ça. Et il faudrait que nos autorités le prennent et œuvrent à la réforme du système de formation et d'éducation des jeunes Ivoiriens. C'est de cette manière-là que nous pouvons faire ressortir tous ces éléments positifs qui relèvent de notre culture, du socle culturel de notre pays, pour que les Ivoiriens puissent les porter dans de nouvelles espérances. Professeur, pour terminer, quelles doivent être aujourd'hui les valeurs culturelles de référence? Je ne serai pas prétentieux. La première valeur, c'est de croire en soi. Je pense que la première valeur, c'est de croire. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais dire qu'il faut se rappeler les années où la Côte d'Ivoire avait entrepris de faire la réforme de l'éducation nationale avec M. Icher Assouan. Ce texte est resté inappliqué. Mais ça aussi, c'est le système de partenariat qui fait que si j'enseigne, si mon école devient une école de promotion de mes valeurs, il n'est pas certain que mon partenaire privilégié m'accompagne dans ces valeurs. Donc à ce moment-là, nous sommes dans une autre dynamique intelligemment conçue par Léopold Sédar Senghor lorsqu'il a parlé du métissage culturel. Il est même allé jusqu'à dire que le métissage culturel passera par le métissage biologique. Qui suis-je en tant que je si je ne suis pas de ce monde désormais? Quelle est donc la culture dont je parle? C'est donc une culture africaine, une culture mondiale à fond africain. C'est-à-dire, encore une fois, l'expression de mon âme. Les valeurs, la plus grande valeur, c'est d'abord, je crois, de croire en soi, d'avoir une vision d'élévation et de travailler en conséquence. Et si vous voulez, la seule valeur que je peux vous donner, c'est Bernard Bédadier qui nous l'a enseigné. Le travail, et après le travail, l'indépendance, mon enfant. N'être à la charge de personne,
telle doit être la devise de votre génération. Et il te faut toujours fuir l'homme qui n'aime pas le travail. On le trouvera dans Clin-Bié, comme on l'aura déjà trouvé au XVIIe siècle chez La Fontaine, quand il écrit dans Le Laboureur et ses enfants, le travail est un trésor. Et vous avez la certitude que l'Africain aime le travail. En tout cas, professeur, merci. Attention. L'Africain aime le travail, mais il faut savoir l'organiser pour qu'il aille. Encore une fois, l'organisation. Le village est une école. Quand vous allez au village, on vous bat, vous faites une erreur. Au nord du village, vous avez une correction qui est reprise au sud du village. Le village est une école. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans nos civilisations, quand à 5 heures du matin, les gens s'en vont au champ, le père est déjà parti, les gens partez au nord, partez partout, vous voyez les gens au travail. Il faut aimer le travail. Quand vous dites sur quelle valeur on devrait mettre l'accent pour se propulser, pour aller vers un développement et non un mal développement, c'est le travail. On est tous d'accord que les Africains aiment le travail. En tout cas, professeur, merci d'avoir accepté cette invitation. À vous aussi, monsieur Ludovic Ipou, je dis merci d'être venu. Monsieur Syriac Ngoran, merci. Et puis, monsieur Emmanuel Yao Ngoran, merci à tous d'avoir répondu à cet appel. Nous avons voulu savoir les racines du mal, les raisons qui empêchent l'Afrique de se développer comme elle entend. Les enjeux culturels du développement, c'était le thème du jour. Ce débat, il ne se videra jamais. Il va continuer certainement dans vos familles. Merci et bonsoir. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Ndegen kase ma donc ay bo ndoka que kuye non odo quelque kabaka ki apika de que quoi tout ce tout quoi ko ablezine azibu Alassane Ouattara que quoi sine a gomeka inezibota Alassane ye men wonu woba di boba yego kayine que quoi ba métissé tourisme biuru quoi ba kolukuta okuino ba pare uya yene godi de bona nuwa inu que quoi ba se gondo kwa ko atonto nkuzazana nimini zuma de baba no ka gmare tore inu que quoi se gomende nuwe pese ba ya gom que vo que se go plague a blazer que Nigeria mais plague on dans le yen to mais yeza ya goreg yeza nu gagné oh moi mad Boari que yen gagné ye mekum yen to Jonathan wo comme ye me plaire ko da ko kwe de gomi opere won de euro que pa no gmare